Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 15. On n'aurait pas dû le laisser partir comme ça, dit Conina. Comment aurions-nous pu l'en empêcher, au bel aiglon aux yeux de biche? Mais il va peut-être faire des bêtises. À mon avis, c'est plus que probable, dit Créosote d'un air compassé. Tandis que nous, plus malins, on reste assis à cuire sur une plage, sans rien à boire ni à manger. C'est ça? Vous pourriez me raconter une histoire, proposa Créosote, pris d'un léger tremblement. La ferme. Le sérif se passa la langue sur les lèvres. J'imagine que même une anecdote très courte, c'est hors de question, maugréa-t-il. Conina soupira. Il n'y a pas que des histoires dans la vie, vous savez. Pardon, là, je me suis un peu oublié. Maintenant que le soleil était haut dans le ciel, la plage de coquillages pilés luisait comme un salon. La mer n'avait pas meilleure allure à la lumière du jour. Elle ondulait comme de l'huile fine. De chaque côté, la plage s'étirait en courbe plane, longue et horrible, piquée de bouquets ratatinés d'herbes de dunes qui vivaient de l'humidité des embruns. Il n'y avait aucune trace d'ombre. « Tel que je vois les choses, fit Conina. On est sur une plage, ce qui veut dire que tôt ou tard on arrivera à un fleuve. Alors tout ce qui reste à faire, c'est de marcher dans une direction, toujours la même. Oui, mais neige enchanteresse sur les pentes du mont Eritor, nous ne savons pas laquelle. Nigel soupira et fouilla dans son sac. Dit-il. Excusez-moi, est-ce que ça pourrait servir, ça? Je l'ai volé, navré. Il tendit la lampe de la salle du trésor. « Elle est magnifique, non ?» fit-il plein d'espoir. « J'en ai entendu parler de ces lampes-là. Ça ne vaudrait pas le coup d'essayer ?» Créosote fit non de la tête. « Mais vous avez dit que votre grand-père s'en est servi pour faire sa fortune ?» remarqua Conina. « D'une lampe, » dit le sérif. « Il s'est servi d'une lampe, pas de celle-ci. » Non, la vraie, c'était une vieille lampe cabossée, mais un jour, un sale colporteur est passé en proposer des neuves en échange des vieilles, et mon arrière-grand-mère la lui a donnée contre celle-ci. Fallait-il être bête? Cette lampe-là ne marche pas, évidemment. Vous l'avez essayée? Non, mais il ne l'aurait pas donnée si elle avait marché, hein? Frottez-la, dit Conina. On ne risque rien. Moi, j'éviterai, prévint Créosote. Nigel tint la chose avec précaution. Bizarrement, elle avait des lignes pures, comme si on avait voulu concevoir une lampe pour la vitesse. Il la frotta. Les effets furent curieusement insignifiants. Il y eut un plop, sans conviction, et un filet de fumée monta soudain près des pieds de Nigel. Un trait apparut sur la plage à un pas de la fumée. Il s'étira bientôt pour délimiter un carré de sable, puis disparut. Un homme surgit à toute pompe de la plage, s'arrêta en catastrophe et grogna. Il avait un bronzage princier, portait un turban, un petit médaillon d'or, un short satiné et des chaussures de jogging dernier cri, à bout recourbé. Il lança. « Je veux une réponse nette. Je suis où ?» Conina se ressaisit la première. « Sur une plage ?» répondit-elle. « Ouais, » fit le génie. « Ce que je veux dire, c'est quelle lampe, quel monde ?»« Vous ne savez pas ?» La créature prit la lampe des mains sans force de Nigel. « Oh, cette vieillerie-là. Je suis en multipropriété. 2 semaines tous les ans au mois d'août, mais évidemment, on ne trouve jamais le temps. »« Vous avez beaucoup de lampes, c'est ça ?» fit Nigel. « Côté lampe, je suis plutôt surbooké, » reconnut le génie. « En fait, je songe à me diversifier dans les bagues. Les bagues m'ont l'air à la hausse en ce moment. Ça bouge beaucoup dans les bagues. Excusez-moi, que puis-je faire pour vous ?» Cette dernière question, posée du ton particulier qu'on prend pour se parodier soi-même avec humour, dans l'espoir mal fondé de paraître moins crétin. « Moi, je veux boire, » lança Créosote. « Et tu es censé répondre que mon souhait est un ordre. »« Oh, plus personne ne sort ce genre de truc, » dit le génie.
et il fit apparaître un verre de nulle part. Il gratifia Créosote d'un sourire étincelant qui dura une courte fraction de seconde. « On veut que tu nous fasses traverser la mer jusqu'à Ankh-Morpork, » dit Conina d'un ton sans réplique. Le génie eut l'air perplexe. Alors il tira un livre très épais du néant et le consulta. « Le concept me paraît excellent, » dit-il enfin. « On se fait un brunch mardi ? Mardi prochain, ok ? On se fait quoi ? J'ai une bonne pêche en ce moment. »« Tu as une ?» commença Conina. « Super !» fit le génie sincère. Il jeta un coup d'œil à son poignet. « Et déjà ?» Il disparut. Les deux hommes et la jeune femme considérèrent la lampe en silence. Tout à leur réflexion, puis Nigel demanda « Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Vous savez, ces gros types avec des culottes bouffantes qui disaient « Ordonne et je t'obéirai, ô maître !» Créosote grogna. Il venait de boire son verre. C'était de l'eau avec des bulles et un goût de fer à repasser chaud. « Merde, ça je ne supporte pas !» gronda Conina. Elle lui arracha la lampe des mains et la frotta comme si elle regrettait de ne pas avoir une pleine poignée de toile émeri. Le génie réapparut ailleurs, mais toujours à un pas de la petite explosion et du nuage de fumée de rigueur. Il pressait à présent un objet incurvé et luisant contre son oreille, et écoutait attentivement. Il jeta un bref regard à la mine furieuse de Conina, et trouva moyen de lui faire comprendre, avec force frétillement de sourcils et gestes pressants de sa main libre, que des affaires inopportunes autant qu'ennuyeuses le retenaient momentanément et l'empêchaient, à son grand regret, de lui consacrer toute son attention pour l'instant, mais qu'une fois débarrassé du fâcheux, il lui en donnait l'assurance, il s'occuperait de son souhait, un souhait sûrement dicté par le bon goût et l'intelligence, un souhait qui serait pour lui un ordre. « Je vais écraser la lampe, » dit-elle d'une voix calme. Le génie lui décocha un sourire et parla en hâte dans la chose qu'il maintenait entre son épaule et son menton. « Bien, » dit-il. « Super, une affaire, croyez-moi. Que vos agents appellent les miens. À eux de gérer ça. Ok ? Bye !» Il rabaissa son instrument. « Connard, » fit-il distraitement. « Je vais vraiment écraser la lampe, » dit Conina. « Quelle lampe c'est ?» s'empressa de demander le génie. « Combien tu en as ?» voulut savoir Nigel. « J'ai toujours cru que le génie n'en avait qu'une seule. » Le génie expliqua d'un air las qu'il en avait plusieurs. Une petite mais bien aménagée où il vivait en semaine, une autre plutôt exceptionnelle à la campagne, à savoir une chandelle paysanne à mèche de jonc, soigneusement restaurée dans un coin de vignoble encore intact près de Kirm, et depuis peu, un lot de lampes abandonnées dans le quartier des docks d'Ankh-Morpork, qui promettait, une fois que la société branchée s'y rendrait, de devenir l'équivalent occulte d'une suite de bureaux et d'un bar à vin. Ils écoutaient avec un respect mêlé de crainte, comme des poissons fourvoyés par inadvertance dans un cours sur les techniques de vol. « Qui sont ces agents que les autres agents doivent appeler ?» demanda Nigel qui était impressionné, mais sans savoir pourquoi ni par quoi. « À vrai dire, je n'en ai pas encore, » répondit le génie qui fit une grimace sans conteste, en pleine ascension sociale au coin des lèvres. « Mais ça va se faire. »« Taisez-vous tous, » fit Conina avec autorité. « Et toi, tu nous emmènes à Ankh-Morpork. »« J'obéirai à votre place, » conseilla Créosote. « Quand la bouche de la jeune dame ressemble à une boîte aux lettres, il vaut mieux faire ce qu'elle dit. » Le génie hésitait. « Je ne suis pas très branché sur les transports, » dit-il. « Alors apprends, » répliqua Conina. Elle se lançait la lampe d'une main à l'autre. « La téléportation, c'est un vrai casse-tête à gérer, » dit le génie, l'air désespéré. « Pourquoi est-ce qu'on ne déj... »« Bon, très bien, » fit Conina. « J'ai juste besoin de 2 grosses pierres plates. »« Ok. Tenez-vous les mains, d'accord ? Je vais mettre le paquet. Mais on fait peut-être une grosse erreur. » Les astrophilosophes de Krull ont un jour réussi à prouver de façon concluante que tous les lieux n'en sont qu'un et que la distance qui les sépare est une illusion.
Découverte embarrassante pour tous les penseurs, puisqu'elle n'expliquait pas, entre autres choses, les poteaux indicateurs. Après des années de disputes, on soumit l'affaire à Lee Tin Weedle, prétendument le plus grand philosophe du disque, qui, après mûre réflexion, proclama que tous les lieux n'en étaient effectivement qu'un, mais un très grand. L'ordre psychique fut donc rétabli. La distance reste cependant un phénomène entièrement subjectif, et les êtres magiques peuvent la modifier à leur convenance. Ils n'y arrivent pas forcément bien. Rincevant, déprimé, assis dans les ruines noircies de la bibliothèque, s'efforçait de mettre le doigt sur ce qui clochait. Eh bien, tout clochait, pour commencer. Il était impensable qu'on ait pu brûler la bibliothèque. La plus grosse réserve de magie du disque. Elle nourrissait les mages. Tous les sortilèges dont on s'était jamais servi s'y trouvaient écrits quelque part. Les brûler, c'était... Il n'y avait pas de cendres. Beaucoup de cendres. De bois. Oui, beaucoup de chênes, de pierres noircies, de pagaies. Mais des milliers de livres, ça ne brûle pas facilement. Il reste toujours des bouts de couverture et des tas de cendres duveteuses. Et on n'en voyait nulle part. Rincevant remua les débris d'un bout de l'orteil. Il n'y avait qu'une porte pour entrer dans la bibliothèque. Ensuite, c'étaient les caves. Il voyait les marches qui y descendaient, obstruées par les détritus, mais on ne pouvait pas cacher tous les livres là, dedans. On ne pouvait pas les téléporter ailleurs non plus. Ils résisteraient à une magie pareille. Quiconque s'y risquerait se retrouverait avec le cerveau en dehors du chapeau. Une explosion se produisit en altitude. Un anneau de feu orange se forma environ à mi-hauteur de la tour de la sorcellerie, s'éleva rapidement et fila comme une flèche en direction de Kirm. Rincevant pivota sur son siège de fortune et leva la tête vers la tour de l'art. Il eut la nette impression qu'elle lui renvoyait son regard. Elle était complètement dépourvue de fenêtres, mais l'espace d'un instant, il crut voir bouger tout là-haut, parmi les tourelles en ruine. Il se demanda à quel âge avait vraiment la tour. Elle était plus ancienne que l'université, sûrement. Plus ancienne que la ville, qui s'était regroupée autour d'elle comme des éboulis au pied d'une montagne. Peut-être plus ancienne que la géographie. Rincevant savait qu'en un temps reculé, les continents étaient différents et qu'ils s'étaient petit à petit blottis plus confortablement, les uns contre les autres comme des chiots dans un panier. Peut-être que la tour venait d'ailleurs, amenée sur des vagues de rochers. Peut-être datait-elle d'avant le disque lui-même. Mais Rincevant n'aimait pas y penser, parce que ça soulevait des questions désagréables sur qui l'avait bâti et pourquoi. Il fit un examen de sa conscience. Elle lui dit « Je suis à court d'idées, fais comme tu veux. » Rincevant se leva, brossa la poussière et les cendres de sa robe, qui perdit du même coup une certaine quantité de peluche rouge. Il retira son chapeau et tenta d'en redresser la pointe, la mine préoccupée, avant de s'en recoiffer. Puis il se dirigea d'un pas incertain vers la tour de l'art. Il y avait une petite et très vieille porte à sa base. Le mage ne fut aucunement surpris lorsqu'elle s'ouvrit à son approche. « C'est bizarre ici, » dit Nigel. « Les murs sont drôlement courbés. »« Où on est ?» fit Conina. « Y a-t-il de l'alcool ?» demanda Créosote. « Sans doute que non, » se répondit-il. « Et pourquoi ça bouge ?» fit Conina. « Je ne me suis encore jamais trouvée entre des murs en métal. » Elle renifla. « Vous ne sentez pas une odeur d'huile ?» ajouta-t-elle avec méfiance. Le génie réapparut, mais cette fois sans la fumée ni les effets de trappe baladeuse. Manifestement, il s'efforçait de se tenir aussi éloigné de Conina que le lui permettait la politesse. « Tout le monde est OK ?» lança-t-il. « On est à Ankh ?» fit-elle. « Seulement, quand on t'a demandé de nous emmener, on s'entendait à ce que tu nous déposes quelque part où il y aurait une porte. »« Vous êtes en route »
dit le génie. On voyage dans quoi ? Quelque chose dans l'hésitation que marqua l'esprit piqua dans sa partie charnue le cerveau de Nigel, qui sauta sans élan à une conclusion impensable. Le jeune héros baissa les yeux sur la lampe dans ses mains. Il lui donna une secousse pour voir. Le plancher bougea. « Oh non !» dit-il. « C'est physiquement impossible !»« On est dans la lampe ?» fit Conina. La pièce trembla à nouveau lorsque Nigel essaya de regarder dans le bec. « Ah, ne vous inquiétez pas !» dit le génie. « Et même, n'y pensez pas si vous pouvez. » Il expliqua, quoique expliquer soit sans doute trop positif. Dans le cas présent, il aurait en réalité fallu dire « échouer à expliquer », mais longuement. Il expliqua donc qu'il était parfaitement possible de se déplacer à travers le monde dans une petite lampe portée par l'un des voyageurs, la lampe elle-même se déplaçant parce que c'était une des personnes à l'intérieur qui la portait, à cause A de la nature fractale de la réalité qui autorisait à croire que tout était dans tout le reste, et petit b, des relations publiques créatrices. L'astuce tablait sur le fait que les lois de la physique ne remarqueraient pas le vice de raisonnement avant la fin du voyage. Oh, vu la conjoncture, il vaut mieux ne pas y penser, hein ? Fit le génie. Comment ne pas penser à des rhinocéros roses ? Dit Nigel qui eut un rire gêné lorsque les autres se mirent à le dévisager. C'était un jeu qu'on avait, reprit-il. Il fallait éviter de penser à des rhinocéros roses. Il toussa. Je n'ai jamais dit que c'était un très bon jeu. Il loucha une fois encore dans le bec. Non, reconnut Conina, pas très bon. Fit le génie. Quelqu'un a envie de café ? De zik ? De petites parties de noble quête ? D'un verre ? Ajouta Créosote. Vin blanc ? Cochonnerie infâme. Le génie parut scandalisé. Le rouge, c'est mauvais pour, commença-t-il. Mais dans la tempête, le navire ne choisit pas ses portos, le coupa bien vite Créosote. Même du sauterne fera l'affaire, mais pas de parapluie dedans. Le sérif dut se dire que ce n'était pas une façon de parler au génie. Il se ressaisit un peu. Pas de parapluie, par les 5 lunes de Nasrine. Pas de morceaux de fruits d'olive, de paille recourbée, ni de singe pour le décor. Je te l'ordonne par les 17 sidérites de Sarudin. Les parapluies, ce n'est pas mon genre, fit le génie boudeur. C'est plutôt vide, là-dedans, dit Conina. Pourquoi tu ne meubles pas ? Ce que je ne comprends pas, dit Nigel, c'est la chose suivante. Si on est tous dans la lampe, que je tiens, alors le moi à l'intérieur en tient une autre plus petite. Et dans cette lampe-là, le génie s'empressa d'agiter les mains. « Ne parlez pas de ça !» intimida-t-il. « S'il vous plaît. » Le front honnête de Nigel se plissa. « Oui, mais... » dit-il. « Il y en a beaucoup des mois ou quoi ? C'est une histoire de cycle, mais arrêtez d'attirer l'attention dessus. Ouais ? Oh merde !» Il y eut le bruit ténu et désagréable de l'univers qui comprenait soudain. Il faisait noir dans la tour. Un noyau dur de ténèbres ancestrales y demeurait depuis l'aube des temps et ne goûtait pas l'intrusion de cet arriviste de lumière du jour qui se faufilait autour de Rincevent. Le mage sentit un déplacement d'air lorsque la porte se referma dans son dos et que l'obscurité revint à flot, remplit l'espace qu'avait occupé la lumière avec une telle précision qu'on n'aurait pas vu la ligne de raccord même si la lumière avait encore été là. L'intérieur de la tour sentait les antiquités, avec un léger soupçon de fiente de corbeau. Il fallait beaucoup de courage pour rester comme ça dans ce noir. Rincevent n'en avait pas tant, mais il resta quand même. Quelque chose se mit à renifler autour de ses pieds, et il s'immobilisa complètement. La seule raison qui le retenait de bouger, c'était la crainte de marcher sur autre chose de pire. Puis une main, comme un vieux gant de cuir, toucha la sienne, tout doucement, et une voix fit « Ouk !» Rincevent leva les yeux. L'obscurité recula, l'espace d'un instant, devant un éclat de lumière éclatante.
et Rincevant vit. La tour entière était tapissée de livres. Il se pressait sur chacune des marches de l'escalier en colimaçon pourri qui s'élevait le long de la paroi intérieure. Il s'entassait par terre, mais d'une façon qui laissait à penser que se blottir aurait mieux convenu. Ils avaient pris place, d'accord, s'étaient perchés, sur le moindre rebord éboulé. Il l'observait d'une manière furtive qui n'avait rien à voir avec les 6 sens classiques. Les livres s'y entendent assez bien pour communiquer des pensées, pas nécessairement les leurs évidemment, et Rincevant prit conscience qu'il voulait lui dire quelque chose. Il y eut un autre éclair. Il comprit qu'il s'agissait d'un tir de magie en provenance de la tour de la sorcellerie, réfléchi depuis le trou qui donnait sur le toit, tout là-haut. En tout cas, il lui permit de reconnaître Carlou, qui lui soufflait sur le pied droit. C'était déjà un soulagement. Maintenant, s'il pouvait seulement mettre un nom sur le glissement doux et répété près de son oreille gauche. Il y eut encore un éclair charitable, et le mage se retrouva les yeux dans ceux, petits et jaunes, du praticien qui griffait avec patience la paroi de son bocal de verre. C'était un grattement léger, distrait, comme si le petit lézard ne cherchait pas spécialement à sortir, mais que ça l'intéressait vaguement de savoir combien de temps il mettrait à user le verre. Rincevant baissa la tête vers la masse piriforme du bibliothécaire. « Il y en a des milliers !» chuchota-t-il d'une voix qu'absorbèrent et réduisirent au silence les rangs serrés des livres. « Comment tu as fait pour tous les amener ici ? » ?»« Wouk, wouk. Ils ont quoi ? » ?»« Wouk. » répéta le bibliothécaire qui battit vigoureusement de ses coudes dépourvus de poils. « Voler ? Wouk. Ils savent voler ? Wouk. » opina le bibliothécaire. « Ça a dû être drôlement impressionnant. J'aimerais bien voir ça un jour. » Wouk. Les livres n'en avaient pas tous réchappé. La plupart des grimoires importants s'en étaient sortis, mais un herbier en 7 volumes avait laissé son index dans les flammes, et plus d'une trilogie déplorait la perte d'un tome. Certains ouvrages avaient leur reliure roussie, d'autres n'avaient plus de couverture et laissaient pitoyablement pendre leur brochage par terre. On gratta une allumette, et des pages bruissèrent, inquiètes, le long des murs. Mais ce n'était que le bibliothécaire qui allumait une bougie avant de traverser la salle d'un pas traînant, surplombé d'une ombre menaçante, assez grande pour escalader les gratte-ciel. Il avait installé une table rudimentaire contre un mur, jonchée d'outils mystérieux, de pots d'adhésifs rares et d'un étau de relieur qui serrait déjà un in-folio gravement atteint. Quelques minces traits de feu magique parcouraient péniblement l'ouvrage. L'anthropoïde fourra le bougeoir dans la main de Rincevant, saisit un scalpel et une paire de petites pinces, puis se pencha sur le livre tremblant. Rincevant pâlit. Fit-il. Est-ce que ça t'ennuie si je m'en vais ? Je m'évanouis, moi, à la vue de la colle. Le bibliothécaire refusa de la tête et désigna d'un coup de pouce absorbé un plateau d'outils. Wouk, ordonna-t-il. Rincevant acquiesça d'un air malheureux et lui tendit docilement une paire de ciseaux à long bec. Le mage grimaça lorsque 2 pages endommagées furent sectionnées et tombèrent par terre. « Qu'est-ce que tu lui fais ?» parvint-il à demander. « Wouk. Une appendicectomie ? Oh !» L'anthropoïde fit un nouveau signe du pouce sans lever les yeux. Rincevant pêcha une aiguille et du fil rangé sur le plateau et les lui tendit. Le silence ne fut alors plus troublé que par le crissement du fil qu'on passait à travers le papier. Puis le bibliothécaire se redressa et annonça « Wouk !» Rincevant sortit son mouchoir pour éponger le front du primate. « Wouk !»« De rien. Est-ce qu'il va s'en tirer ?» Le bibliothécaire fit oui de la tête. Un soupir de soulagement général, presque inaudible, tomba des gradins de livres au-dessus d'eux. Rincevant s'assit. Les livres avaient peur. Ils étaient terrifiés même. La présence du sourcelier leur faisait froid dans le dos,
et la force de leur attention se renferma autour du mage, comme un étau. « Très bien, marmonna-t-il. Et qu'est-ce que je peux y faire ?»« Ouk !» Le bibliothécaire lui lança un regard qui eût été narquois par-dessus une paire de lunettes demi-lune, s'il en avait porté, et tendit la main vers un autre livre. « Écoute, tu sais que je ne suis pas bon en magie. »« Ouk !»« Cette sorcellerie-là, ça ne rigole pas. Ça remonte aux origines, à l'aube des temps, aux alentours du petit déjeuner, quoi, en tout cas. »« Ouk !»« Ça finira par tout détruire, non ? » ?»« Ouk !»« Il est temps que quelqu'un y mette le holà, d'accord ? » Ouk. Seulement ça, ça ne peut pas être moi, tu vois. En venant ici, je croyais pouvoir faire quelque chose, mais cette tour, elle est si grande. Elle doit être à l'épreuve de toute magie. Si des mages vraiment puissants n'arrivent à rien, comment moi j'y arriverai ? Ouk, reconnut le bibliothécaire qui recousait un dos cassé. Alors, tu vois, je crois qu'un autre doit s'y coller, pour sauver le monde cette fois-ci. Moi, je ne vois rien pour ça. L'anthropoïde hocha la tête, tendit les bras et décoiffa Rincevant de son chapeau. « Hé !» Le bibliothécaire l'ignora, saisit une paire de grands ciseaux. « Écoute, c'est mon chapeau, si ça ne te fait rien, ne t'avise pas de faire ça à mon... » Il s'élança et fut récompensé d'un coup de poing sur le côté de la tête, ce qui l'aurait étonné s'il avait eu le temps d'y réfléchir. Le bibliothécaire se déplaçait peut-être en traînant les pieds, avec son air bonhomme de ballon bleu-blottant, mais sa peau distendue dissimulait un formidable châssis cantilevé de muscles et d'os capables de faire passer une pleine poignée d'articulations calleuses à travers une planche de chêne épaisse. Se jeter contre le bras du bibliothécaire revenait à percuter une barre de fer poilu. Carlou se mit à sauter sur place et à japper, tout excité. Rincevant poussa un cri rauque, intraduisible, de fureur, rebondit sur le mur, saisit au passage une pierre tombée par terre en guise de gourdin rudimentaire, repartit à l'assaut et s'arrêta net. Le bibliothécaire était accroupi au milieu de la pièce, ses ciseaux touchaient, mais ne coupaient pas, le chapeau. Et il souriait à Rincevant. Ils restèrent ainsi figés quelques secondes, comme un tableau vivant. Puis l'anthropoïde lâcha les ciseaux, chassa par des pichenettes plusieurs graines de poussière imaginaire du chapeau dont il redressa la pointe avant de le remettre sur la tête du mage. Un instant plus tard, le choc passé, Rincevant se rendit compte qu'il tenait à bout de bras une pierre très grosse et terriblement lourde. Il réussit à la rejeter de côté avant qu'elle ne retrouve ses esprits et ne se souvienne de lui tomber dessus. « Je vois », dit-il en se laissant choir le long du mur et en se frottant les coudes. « Et tout ça, c'est censé m'apprendre quelque chose, hein ? Une leçon de morale. » Rincevant face à lui-même, à lui de trouver pour quelle cause il est vraiment prêt à se battre, hein ? Eh bien, c'est un très sale tour. Et je vais te dire une bonne chose. Si tu crois que ça a pris... Il saisit le bord du chapeau. Si tu crois que ça a pris... Si tu crois que j'ai... Tu repasseras. Écoute, c'est... Si tu crois... Le silence retomba sur son bredouillage. Il haussa les épaules. D'accord. Mais en fin de compte, qu'est-ce que je peux vraiment faire ? Le bibliothécaire répondit d'un geste ample qui signifiait, aussi clairement que « ouk », que Rincevant était un mage pourvu d'un chapeau, d'une bibliothèque de livres magiques et d'une tour. Autant dire que tout ce dont un homme de l'art a besoin. Un anthropoïde, un petit fox terrier à mauvaise haleine et un lézard dans un bocal, c'était un supplément. Rincevant sentit une légère pression sur son pied. Carlou, extrêmement lent à saisir, avait refermé ses gencives édentées sur le bout de sa chaussure et la suçait méchamment. Il attrapa le petit chien par la peau du cou et par le tronçon hérissé qu'il tenait pour sa queue, faute d'un meilleur mot, et l'écarta gentiment. « D'accord, dit-il. Tu ferais bien de me dire ce qui s'est passé ici. »